Bonjour, je m'appelle Luc Multinier, je suis directeur de recherche émérite à l'INSERM et épidémiologiste. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler des perturbateurs endocriniens, un sujet que, comme vous savez, est fort controversé. Et donc, je vais essayer de vous faire la distinction entre les mythes et la réalité autour de ce sujet. Bonsoir à tous, c'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons ce soir pour une nouvelle conférence de la FIS ici à la mairie du 5e arrondissement. Et donc ce soir nous avons la chance d'accueillir Luc Multinier. Vous êtes médecin, épidémiologiste, directeur de recherche émérite à l'INSERM et vous êtes spécialisé dans l'étude des conséquences sanitaires entraînées par les contaminants dans l'environnement. Vous avez notamment conduit les travaux portant sur les conséquences pour la santé de la pollution des Antilles au chlordécone. Et vous avez participé aux expertises collectives de l'INSERM, pesticides et santé. Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison. Cette célèbre maxime de Paracelse du XVIe siècle a longtemps guidé l'idée de seuil de risque. Mais voilà qu'elle se heurte depuis quelques décennies à un paradoxe. Certaines substances n'agissent pas comme les autres, et pourrait, à très faible dose, à des moments particuliers de la vie, par exemple, bouleverser le développement, la reproduction, le métabolisme, par leur seule capacité à interagir avec notre système hormonal. Ces substances, appelées perturbateurs endocriniens, sont devenues un sujet aussi brûlant que mal compris. Le grand public entend parler de plastique, de pesticides, de soja, de crème solaire, de biberons. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? Est-ce que l'eau du robinet est contaminée partout ? Est-ce que tous les cosmétiques sont dangereux ? Faut-il fuir le soja ? À l'inverse, certains affirment que tout cela est exagéré, que ce n'est qu'une invention des ONG ou un fantasme médiatique. Bref, entre mythe et réalité, la confusion règne. Et ce n'est pas un hasard, la science cherche, évolue, se débat avec les effets de long terme, les interactions complexes et les limites méthodologiques. Ce champ de recherche est devenu le théâtre de controverses légitimes parfois, mais aussi d'instrumentalisation où les intérêts économiques, politiques ou militants brouillent le message scientifique. Et ce soir, notre conférencier va nous aider à y voir plus clair, préciser ce qu'est ou ce que n'est pas un perturbateur endocrinien, distinguer les faits des idées reçues, l'incertitude de la désinformation, la prudence scientifique du catastrophisme. Et au-delà des peurs et des slogans, mieux comprendre ce que la science peut dire aujourd'hui ou ne pas nous dire encore sur les perturbateurs endocriniens. Il va nous présenter un exposé pendant environ 1 heure, à l'issue de laquelle nous aurons une séance de questions-réponses. Très bonne conférence. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi d'être parmi vous. Alors, juste une petite précision, merci Jean-Claude pour cette présentation. Lorsqu'on dit que je suis directeur de recherche émérite veut dire que je suis à la retraite, hein, soyons clairs, mais que je bouge encore, voilà, que je suis encore actif, j'interviens toujours, je suis l'activité scientifique et j'ai toujours un bureau à l'université à laquelle je suis rattaché. Alors je suis à la retraite depuis peu, mais voilà, c'était pour vous expliquer ce que veut dire le mot émérite qu'on entend souvent. Bien. Je vais effectivement vous parler des perturbateurs endocriniens. Alors probablement, certains d'entre vous ont déjà peut-être assisté à des conférences à ce sujet. Je vous préviens d'emblée, ma présentation va être atypique. Je ne vais pas vous faire une longue litanie sur les effets sanitaires imputables aux perturbateurs endocriniens, mais plutôt vous essayer de vous transmettre les clés ou les éléments de compréhension des perturbateurs endocriniens. De telle façon que lorsque un jour vous tomberez sur un article qui parle de cela, et ça sera probablement demain matin dans une revue, dans un journal, etc., vous ayez des éléments de jugement critique vis-à-vis de cette problématique.
Et donc, c'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation, que je réalise déjà depuis plusieurs années, mythe et réalité de ce problème. Alors, tout d'abord, un peu pour rentrer dans le sujet, vous êtes tous témoins que autour de la problématique des perturbateurs endocriniens, eh bien, on assiste depuis des années, à peu près une vingtaine d'années, à un flux d'informations, que ce soit à travers de multiples couvertures médiatiques, à travers d'innombrables ouvrages grand public, et puis également des expressions par des personnalités politiques, si je vous en ai montré deux, dans les campagnes politiques, notamment au cours des présidentielles, bien sûr des messages publicitaires, et puis des communications à travers des ONG. Et ce flux d'informations, finalement, aboutit à une perception assez cataclysmique de ce qui nous entoure, voilà, et qui va avoir des conséquences sur nous. Et en effet, ces conséquences sanitaires sont incalculables. Et là, je vous ai mis de façon un peu synthétique les problèmes de santé qui ont fait l'objet, qui ont été évoqués en lien avec des expositions des populations aux perturbateurs endocriniens. Et si vous regardez bien, pratiquement toutes les pathologies qu'on peut avoir, ben, elles sont là-dedans. Voilà, et c'est une liste non limitative. Donc, vous voyez, ça c'est un peu le point de départ sur lequel beaucoup des citoyens, des concitoyens, ben, reçoivent comme information, et évidemment le message est quand même, in fine, assez inquiétant, et avec raison, vu comme c'est présenté. Alors, quelques mots sur ce dont nous allons parler, c'est le système endocrinien, perturbateur endocrinien. Alors, le système endocrinien, c'est un ensemble d'organes, que on va voir, qui vont produire ce qu'on appelle des hormones. Et c'est quoi qu'une hormone? C'est un messager chimique. Voilà. Et c'est un messager chimique qui est produit par des tissus spécialisés, producteurs d'hormones, ce qu'on appelle les glandes endocrines. Elles vont produire ces messagers, ces hormones, elles vont circuler essentiellement dans le sang à l'aide de transporteurs, et puis elles vont arriver sur la cellule cible, interagir avec un récepteur, et à ce moment-là, elles vont agir moyennant une fonction au niveau de la cellule destinataire de ce message. Bon, c'est un peu comme une lettre qui est écrite, expédiée par quelqu'un, et puis la poste le transfère jusqu'au destinataire. Alors, ce système, il y a une particularité, il y a ce qu'on appelle un rétrocontrôle. Ça, c'est une façon intelligente de réponse de l'organisme, c'est de dire, bon, voilà, j'ai reçu le message, donc arrêtez de nous envoyer des nouveaux messagers, puisque le message a été bien reçu. Alors, quels sont ces tissus producteurs d'hormones? Ce qu'on appelle les glandes. Vous les connaissez pratiquement toutes. Ça va depuis la glande pinéale, l'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde, la parathyroïde, le thymus, les glandes surrénales, le pancréas, les ovaires, les testicules et le tissu adipeux qui, effectivement, on a découvert qu'il avait une capacité de production d'hormones. Et ces hormones, c'est ce que vous voyez sur la droite. Eh bien, elles sont innombrables, je ne les ai pas toutes listées. Donc, quand on parle des hormones, on parle de multiples messagers qui vont remplir des fonctions. Et vous voyez, ça va être comme un système de circulation. Imaginez un système routier ou un système de transport au niveau d'un pays. Vous avez les chemins de fer, vous avez les routes, les autoroutes, vous avez les voitures, vous avez les avions, etc. etc. Et donc, le messager, ben, c'est le train, la voiture qui circule dans les voies de communication. Et c'est très important, bien sûr, de la même façon que les transports et la communication est importante pour la régulation d'une vie sociale, sociétale, économique, eh bien, ce fonctionnement est absolument indispensable pour réguler les multiples fonctions de l'organisme. Alors, une fois dit ça, parlons d'un peu d'histoire. Lorsqu'on parle de perturbateurs endocriniens, tout cela commence quand? Eh bien, cela commence dans les années 1930. À l'époque,
On avait identifié les hormones estrogéniques, normalement l'estradiol, en particulier l'estradiol, la testostérone, et l'estradiol avait déjà des usages thérapeutiques. À l'époque, dans les années 30, pour disposer de cette hormone, il fallait sacrifier des moutons, c'était l'une des espèces, de leur extraire la totalité du sang et par des procédures complexes d'extraire les petites quantités d'hormones stéroïdiennes. Alors ça posait des problèmes, bien sûr, parce qu'il fallait abattre quantité d'animaux pour avoir des petites doses. Et donc, à cette époque, les chimistes se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des substances que nous serions capables de synthétiser, de produire, connues ou pas encore, et qui pourraient imiter, remplacer l'estradiol naturel, et ça nous éviterait effectivement de sacrifier des dizaines, des centaines, voire des milliers d'animaux pour en obtenir en fin de compte très peu. Et vous voyez, il y a des publications dans la revue Nature, qui est probablement la revue scientifique la plus prestigieuse au monde, dans des publications au cours des années 30, 33, 36 et 38, entre autres, et qui vont identifier toute une série de substances. Je vais vous en mentionner que deux. À gauche, vous avez l'éthénylestradiol. L'éthénylestradiol, c'est le principe actif qui servira beaucoup plus tard à la contraception féminine. Donc vous avez une substance qui ressemble un peu à l'estradiol natif, en haut, et qui, en fait, a un rôle et une fonction similaires à celle de l'estradiol. Pas tout à fait, mais ça peut le remplacer. Et sur la droite, une autre molécule, dont on entendra parler des années plus tard, qui est le distilbène ou diéthylsbestrol, le DES, qui présente également une capacité à interagir, ou en tout cas à interagir comme l'estradiol dans des systèmes expérimentaux dont je ne rentre pas dans le détail. Donc on est dans une époque dans laquelle on découvre des substances qui ne sont pas les hormones naturelles, qui ressemblent plus ou moins structurellement à l'hormone naturelle et qui pourraient les remplacer, ce qui, bien entendu, à l'époque, constitue un progrès immense pour la santé, puisqu'on va trouver finalement des solutions beaucoup plus abordables, et ça va donner accès à beaucoup plus de personnes au recours à ce type de substance lorsque des traitements à base d'estrogène sont nécessaires. À partir des années 40 jusqu'en 90, une fois fait ça, on constate un certain nombre d'observations d'atteinte notamment de la fonction de reproduction de la faune sauvage, comme par exemple diminution du taux de reproduction des faucons pèlerins, des sternes du littoral, des goélands, de l'aigle américain. Et cela est associé à une contamination environnementale par le DDT. DDT, pesticide, insecticide, qui fut utilisé entre les années 40 et les années 70. Et ce qu'on constata, c'est que, en fait, ce DDT entraînait une diminution de l'épaisseur de la coquille des œufs de ces espèces, les rendant fragiles, et donc expliquant la diminution du taux de reproduction. Et très rapidement, on s'est rendu compte que le DDT, dont la ressemblance avec l'estradiol était quand même un peu lointain, néanmoins dans des cellules en culture, était capable d'interagir avec le récepteur de l'estradiol. Et donc, on s'est dit, tiens, quand même, il y a des substances qui pourraient expliquer leur atteinte de la fonction de reproduction liée à cette similitude structurale et surtout fonctionnelle. Alors ça a été publié dans les années en 1952. Vous voyez. Alors à cette observation, ça ne s'est pas arrêté là. On a observé également que lorsque les espèces marines étaient contaminées par des peintures anti-fouling à base d'organoétain, les peintures anti-fouling sont les peintures qu'on met sur les coques de bateaux pour éviter que les coquillages, les gastéropodes s'y collent.
À l'époque, c'était des peintures à base qui contenaient des dérivés de l'étain, du tributylétain, et on s'est rendu compte que dans les zones, dans les ports où on utilisait ces peintures, eh bien, les gastéropodes marins présentaient une particularité qui est une masculinisation des femelles, et en particulier par l'apparition de ce qu'on appelle de l'imposexe, c'est-à-dire un sexe masculin qui se développe, ou un organe masculin reproducteur qui se produit chez les femelles. Et là aussi, on a constaté que les organoéteints, c'était des substances qui, dans le tube à essai, étaient capables de reproduire l'action physiologique de l'estradiol. Alors, des situations comme ça, on en a découvert plein, notamment, par exemple, le développement de micropénis et d'anomalies testiculaires chez les alligators du lac Apopka en Floride, suite à une contamination massive de ces lacs de Floride par des insecticides organochlorés, conséquence en fait d'un déversement des usines qui le fabriquaient. Et puis, ensuite, d'autres travaux, comme par exemple des diminutions du taux de reproduction des phoques de la Baltique, et cette fois-ci, qui ont été associés à une contamination par les polychlorobiphénylés, qui est des substances de synthèse qui étaient utilisées il y a fort longtemps, qui ont été dans les installations électriques et qui ne le sont plus de nos jours. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des constatations sur des substances qui portaient atteinte à la fonction de reproduction. L'estradiol, hormone ou les estrogènes, est une hormone capitale, centrale dans le potentiel reproductif des espèces animales et humaines. On a constaté aussi des anomalies, alors cette fois-ci de la fertilité, dans le bétail bovin et porcin, suite à l'ingestion de mycotoxines. Alors les mycotoxines sont ces champignons qui peuvent parasiter des denrées alimentaires. Là, on est dans le cas du maïs. Et lorsque ces mycotoxines étaient ingérées par le bétail, eh bien, ces animaux devenaient stériles. Alors là, vous voyez, cette fois-ci, on n'est pas dans une production d'une substance chimique par l'homme, on est dans une mycotoxine qui est le produit d'un champignon microscopique, c'est la nature. Et puis, pour aller plus loin dans le naturel, eh bien, on a découvert, fin des années 50, notamment en Australie, que lorsque des moutons s'alimentaient sur des pâturages de trèfle rouge, eh bien, ils devenaient infertiles. Et très rapidement, cela a été associé à les isoflavones, car le trèfle rouge est une plante qui est enrichie dans ces substances, ce qu'on appelle les phytoestrogènes. Alors vous voyez là, on est dans des estrogènes ou de l'estradiol issus des plantes. Voilà. Alors, tout ça, ce sont des événements entre les années 40 et les années 90 qu'on a constatés dans la faune suite à des situations, je dirais, un peu accidentelles et intenses. Et puis arrive également la catastrophe qui devait arriver. Je vous ai parlé tout à l'heure, dans les années 30, la découverte du distilbène, qui à l'époque, elle fut mise de côté, mais voilà, elle fut réactivée dans les années 60 et fut administrée chez la femme enceinte, soi-disant pour lutter contre les fausses couches. Et en fait, c'était strictement inefficace contre les fausses couches. Et c'est à l'origine, alors c'est parfaitement documenté, il n'y a aucune question posée, par la survenue notamment du cancer du vagin et des anomalies de l'utérus chez les filles des mères traitées au DES pendant la grossesse. Alors, découvert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1938, commercialisé à partir de 1947, employé à tort à des doses pharmacologiques pour la prévention des fausses couches, et on estime encore en France, en particulier entre 1948 et 1977, plus de 200 000 femmes enceintes ont été traitées, et on considère qu'au moins 320 000 enfants ont été exposés in utero. Alors, quelle conclusion
a-t-on tiré de toutes ces observations qui étaient connues par les scientifiques? Voilà. Eh bien que finalement des substances d'origine anthropique ça veut dire produites par l'homme, ou bien d'origine naturelle, on a vu les mycotoxines, on a vu le trèfle rouge, ça va être la même chose pour le soja, d'autres productions végétales, eh bien ce sont des substances qui vont imiter ou leurrer des hormones stéroïdiennes notamment, estrogènes et androgènes, produites par qui? Par les ovaires, les surrénales et le testicule, portant atteinte à la fonction de reproduction. Autrement dit, vous avez à gauche, pour un pêcheur, l'original, et puis à droite, le leurre. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut faire de la pêche à la mouche? Eh bien, on utilise un leurre qui va tromper le poisson et qui va capturer le leurre et qui va s'accrocher au leurre, et ça va vous permettre de ferrer le poisson et de le pêcher. Eh bien, un perturbateur endocrinien, dont je ne vous ai pas encore dit que le mot n'existait pas jusqu'à ce moment-là, eh bien, voilà, on constatait qu'il y avait des substances qui leurraient les hormones naturelles et qui pouvaient donc expliquer les événements de santé, disons, et les événements que je viens de vous dire. Alors, l'apparition de l'expression perturbateur endocrinien. Eh bien, celle-ci, en fait, apparaît pour la première fois en 1991 lors d'une réunion de scientifiques aux États-Unis. Et à cette occasion, ils font un peu le bilan de tout ce que je viens de vous dire et se disent, bon, il faudrait un petit peu formaliser ces connaissances. Et donc, qu'est-ce que dit cette déclaration? Eh bien, ils disent que des substances sont présentes dans l'environnement et possèdent la capacité de mimer les hormones et de perturber le système endocrinien des animaux, y compris de l'homme. Il conclut également que ces substances peuvent perturber le système endocrinien de façon différente, selon qu'on considère la période d'exposition embryonnaire, fœtale, périnatale ou adulte. Et c'est la première fois qu'on met vraiment l'accent sur les périodes de sensibilité des actions adétoxiques, et notamment la période de développement du fœtus, la femme enceinte. Alors, cela a été pour des substances qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens, mais peu importe, en tout cas pour des substances toxiques, le cas de l'alcool et de l'alcoolisme fœtal, et même à petite dose. Donc, voilà, ça c'est... Et donc, c'est là que l'expression est apparue. Alors, cette expression, perturbateur endocrinien, est intéressante dans la mesure qu'elle conceptualise, par des termes simples, les substances chimiques qui portent atteinte à la santé par un mécanisme hormonal impliquant notamment les hormones stéroïdiennes. Là, voilà. Et ce cadre conceptuel permet d'élaborer des hypothèses de recherche pouvant expliquer, au moins partiellement, des observations rapportant des modifications de l'incidence ou de la prévalence de troubles de la fonction de reproduction chez l'animal et chez l'humain. Car à cette époque-là, donc les années 90, on a commencé à parler de la question de l'éventuel déclin de la qualité du sperme chez l'homme. Je prends ça par exemple. Et on s'est dit, bon, est-ce que c'est vrai que c'est pas vrai? Il faut dire qu'en 2025, la question est toujours posée, même si ça semble de plus en plus vrai. Et puis, une fois le constat fait, c'est de dire, oui, mais pourquoi? Alors, il y a mille et une raisons, mille et une explications, je ne vais pas rentrer là-dedans pour l'instant, à moins que vous posiez des questions ultérieurement. Mais l'une des explications, c'est de dire, oui, mais bien sûr, peut-être que ce sont ces fameuses substances qui sont capables, par ce mimétisme hormonal, d'agir sur la fonction de reproduction et, bien sûr, la production de sperme, entre autres. C'est une capacité qui est liée intimement à la reproduction. En tout cas, voilà, c'est un concept et ça servait à élaborer des hypothèses. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux perturbateurs endocriniens, c'est en 1995, c'est-à-dire 3 ans après la découverte de l'expression, de cette expression. Et en fait, je me suis intéressé parce que déjà à l'époque, je m'intéressais à la reproduction, à la fertilité,
à l'environnement chimique. Et donc, effectivement, je dis, ben voilà un sujet intéressant. Et comme tout chercheur, eh bien, on se pose des questions, on met sur place des hypothèses de recherche, après elles se vérifient ou pas, mais c'est comme ça qu'on avance. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce concept-là a attiré l'attention sur les périodes de vulnérabilité encore peu prises en compte, notamment le développement intra-utérin et postnatal. Le problème, c'est que cette expression, qui a été et est toujours pour les scientifiques un cadre conceptuel de recherche, de telle façon, moi personnellement, pendant les 25 dernières années, les 30 dernières années de ma carrière professionnelle, je l'ai consacrée aux perturbateurs endocriniens. Donc, pour vous dire, pour autant, cette expression a un double défaut de naissance. Et c'est là que les problèmes commencent. Vous allez comprendre. Tout d'abord, endocrinien. Endocrinien est vaste. Parce que ce dont je vous ai parlé, c'est système endocrinien, reproducteur, les ovaires, le testicule, les surrénales. Sauf que dans le mot endocrinien, il y a tout. Toutes les glandes, dont je vous ai montré, qui sont nombreuses, et surtout toutes les hormones, c'est-à-dire tous les messagers. De quoi on parle? Et puis, c'est pas tout, perturbateur, c'est vague. Alors, en médecine, on dit que ce n'est pas une entité nosologique, ce n'est pas une maladie. Vous n'êtes jamais allé chez un médecin en disant que vous vous plaignez d'un problème de santé, quel qu'il soit, et que le médecin vous dit « Madame, monsieur, vous avez une perturbation endocrinienne ». Bien sûr que non. Ça ne veut rien dire, une perturbation endocrinienne. Alors, je peux vous dire que après un bon repas, lorsqu'on a une tendance à faire tomber dans le sommeil, là, on est en pleine perturbation endocrinienne. Lorsque le matin, on se lève un peu en sursaut et du pied gauche, je peux vous dire que votre cortisol fait que vous avez une perturbation endocrinienne. Lorsque vous voyagez transatlantique et que vous avez 6 heures de décalage horaire et que vous êtes un peu perdu, vous avez une perturbation endocrinienne. Pour autant, ça fait partie de la vie, les choses sont réversibles. Donc le mot perturbation endocrinienne, à moins de le cadrer scientifiquement dans un concept précis, lorsqu'il est lâché, finalement, un peu dans la nature, à travers les médias, la communication, à laquelle vous, en tant que citoyen, ben, c'est normal, hein, vous recevez ce flux d'informations. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Endocrinien est vaste, car le système endocrinien intervient dans pratiquement toutes les fonctions de l'organisme. Je ne connais pas personnellement de fonction de l'organisme, depuis la marche jusqu'à la respiration, le fonctionnement du cerveau, qui n'est pas sous un contrôle hormonal à un moment donné. Ça n'existe pas, puisque c'est le rôle des hormones. C'est grâce à ça, c'est ça qui fait que tout le système fonctionne. Ensuite, ce que je viens de vous dire, c'est composé de multiples hormones qui en plus interagissent entre elles et aussi avec la signalisation non hormonale, par exemple le neurone nerveuse, etc. Bon. Donc vous voyez les combinaisons. Donc finalement, le concept de perturbateur endocrinien initialement développé, comme vous l'avez vu, pour les organes et hormones en charge de la fonction de reproduction, estradiol, testostérone, voilà, a été étendu à l'ensemble du système endocrinien, des organes et des hormones qui les composent et des fonctions qu'ils assument. Donc, vous voyez. Donc, conclusion. Sans discernement, n'importe quelle substance interagissant avec n'importe quelle signalisation d'un organisme ou système de signalisation pourrait être alors considérée comme un perturbateur endocrinien. C'est ce qui se passe malheureusement dans la réalité. C'est qu'on dit, ah ben, vous voyez, j'ai cette substance, elle interagit avec n'importe quel organe, n'importe quelle fonction, un perturbateur endocrinien. Parce que bien sûr, on va toujours avoir la possibilité de le relier avec l'un des messagers chimiques de l'organisme. Et Dieu sait s'ils sont complexes. Et puis, perturbateur est vague. Comme je vous disais, la perturbation endocrinienne n'est pas une entité nosologique. Et puis ensuite, il y a
Il faut bien savoir que le développement des pathologies entraîne toujours des modifications de la signalisation endocrinienne d'un organisme. Et il y a très souvent une confusion entre la conséquence et la cause. Forcément, dès que vous avez le moindre souci de santé, si on vous faisait un bilan hormonal pour n'importe quel problème de santé, forcément il y aurait des modifications. Sauf que c'est la conséquence et non pas la cause. Voilà. Alors, il faut savoir intégrer. Donc, vous voyez bien que l'expression perturbateur endocrinien peut donner lieu, si on ne la maîtrise pas, à tout ce que vous souhaitez ou tout ce que vous voulez. Donc, sans discernement, la liste des pathologies potentiellement attribuables à des perturbateurs endocriniens pourrait être limitée. Car là encore, je ne connais pas pratiquement aucune maladie, syndrome, qui n'ait pas en interrelation avec le système hormonal, le système de signalisation. Donc, si on ne fait pas la distinction de cause et conséquence, tout est hormonal, tout est perturbateur endocrinien. Et vous allez voir quelques exemples ensuite particulièrement évocateurs. Du coup, on voit bien que le concept de perturbateur endocrinien, qui personnellement m'a toujours été très utile dans ma carrière de chercheur, et qui l'a été et qui l'est toujours pour beaucoup, bon, peut-être pour tous, mais un certain nombre de chercheurs, c'est un concept flou qui mérite d'être précisé. D'autant plus qu'un perturbateur endocrinien ne s'adresse pas à un type d'événement de santé, comme c'est le cas des substances qu'on classe comme cancérogènes, reprotoxiques, neurotoxiques, mais se réfère à un mécanisme d'action. Si je vous dis telle substance, elle est cancérogène, vous dites oui, ben, si je suis exposé à cette substance, qu'est-ce que je risque? De développer un cancer. Si je vous dis qu'une substance est neurotoxique, pareil, si elle est reprotoxique ou toxique pour la reproduction, pareil. Mais si je vous dis qu'elle est un perturbateur endocrinien, quelle maladie elle va me donner? Et en fait, vous avez bien compris que lorsqu'on parle d'interaction avec le système hormonal, on parle d'un mécanisme, d'un mode d'action, non pas d'un effet, non pas de la nature d'un effet. Et c'est ça la subtilité et la difficulté. À partir des années 2000, toutes les institutions internationales qui avaient entendu parler des perturbateurs endocriniens, parce que c'est une expression, je veux dire, perturbateur endocrinien, ça parle, ça vous parle. Ça parle de n'importe qui. Ça parle, ça se dit, où il se passe quelque chose, un perturbateur endocrinien, ou nos hormones, voilà. Eh bien, le concept était flou. Il était flou pour le politique, les régulateurs, etc. Donc il fallait le définir. Et ça a été une bataille pendant des années de trouver, certains d'entre vous, peut-être en regardant la presse, voilà, l'Europe n'arrive pas à définir ce qu'est un perturbateur endocrinien. C'est quand même extraordinaire. On crée un concept après 50 ans d'observation, et finalement, on met autant de temps, sinon pas autant de temps, à le définir. C'est parce que le concept est flou. Alors, l'Europe, et en tout cas beaucoup de pays, ont décidé, bon, qu'est-ce qu'un vrai perturbateur endocrinien? Eh bien, il doit avoir 3 caractéristiques. D'abord, avoir une propriété, une caractéristique hormonale, une capacité d'interaction avec le système endocrinien. D'accord, bon, il faut voir ça, il faut le démontrer. Deuxièmement, il faut que ces substances aient une capacité à entraîner un événement indésirable sur la santé. Mais troisièmement, il faut montrer que c'est cette caractéristique hormonale qui est à l'origine de l'événement de santé indésirable. Car jusqu'à maintenant, on classe les substances par la nature de l'effet, mais non par le mécanisme. Et ça, c'est quand même important, et j'en reviens à l'exemple de la notion de perturbation endocrinienne. Un peu sous forme de blague, c'est le médecin qui dit à un patient, une patiente, voilà, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer, une mauvaise et une bonne.
Le patient répond, ben, commencez par la mauvaise, au moins la bonne va me réconforter. La mauvaise, c'est que vous avez un cancer. Bon, et quelle est la bonne, docteur? Eh bien, ce n'est pas à cause d'un perturbateur endocrinien. Alors, ça vous fait une belle jambe, vu de ce côté-là. Alors pour le scientifique, non, parce que le scientifique a besoin de comprendre les mécanismes, ce qui permet d'avancer dans la connaissance, y compris thérapeutique, voire de prévention, etc. Donc maintenant, à ce stade-là, quelles sont les substances qui méritent l'appellation de perturbateurs endocriniens? Alors, celles qui répondent au moins à ces 3 critères, avec une vraisemblance forte ou moyenne, chez l'animal ou chez l'humain. Et alors, vous avez là toute une liste. Alors, par exemple, ça commence par les analogues structuraux des estrogènes, le distibène, l'estradiol, et tout ça, ça a été montré, malheureusement, chez l'humain. Vous avez les phytoestrogènes, fameuses isoflavones qu'on trouve dans les produits à base de soja. Alors, les évidences sont fortes chez l'animal, chez l'humain, beaucoup moins. Les mycotoxines, pour l'instant, on n'a pas d'observation chez l'homme, tant mieux. Et puis, pour le reste des substances, vous voyez, très souvent, on a des données animales et parfois, un peu moins, chez l'humain. Pourquoi? Parce que les données expérimentales, que ce soit des études in vitro dans le tube à essai ou chez l'animal de laboratoire, permettent d'identifier ce problème. Pour l'homme, on ne peut pas le soumettre à expérimentation. Donc, toutes les observations faites chez l'homme, ce sont celles qui ont été faites généralement dans des situations d'exposition accidentelle ou des situations où on ne savait pas. C'est le cas du distilbène. C'est le cas, par exemple, pour certains organochlorés ou organohalogénés, comme le chlordécone, pour lequel ce produit a été utilisé et a contaminé les populations antillaises. Eh bien, les études qui ont été faites plus récemment sur cette substance ont montré que c'était associé à des effets néfastes sur la santé, et d'autres études complémentaires ont montré que ces effets étaient explicables par les propriétés hormonales de la substance. Alors, alors bien sûr, là on trouve par exemple des agents plastifiants, certains phtalates, bisphénol, etc., parabènes, un peu moins, où c'est surtout des données animales. Les données humaines sont moins évidentes. Et quelle que soit l'intensité du risque associé à ces différentes substances, la plupart d'entre elles, sinon toutes, je vous annonce déjà la couleur, sont actuellement soit interdites, soit régulées. Parce qu'on parle par exemple le bisphénol A. Le bisphénol A, il est maintenant interdit, il est contrôlé depuis des années. Les phtalates, en tout cas les phtalates les plus toxiques, ça fait des années qu'ils sont interdits, et puis beaucoup de ces produits. Alors, cela n'a pas empêché que dans le passé, elles soient à l'origine de situations catastrophiques, évidemment. À une époque où on ne savait pas et on n'était pas en mesure de penser que le progrès industriel, à travers l'invention de toutes ces substances, pouvait entraîner des conséquences, tout comme on ne savait pas finalement que comment la consommation par le bétail de mycotoxines ou bien de produits enrichis en isoflavones pouvait également entraîner des effets néfastes sur la santé. Une fois dit cela, la dernière partie, c'est d'essayer de répondre à des questions, à des interrogations qui font partie de cette liste des mythes et des réalités. La première, les perturbateurs endocriniens sont produits par l'homme. Oui, beaucoup de produits, de substances considérés effectivement comme des perturbateurs endocriniens sont produits par l'homme, mais attention, ils sont également présents dans la nature et dans de nombreux produits qualifiés de naturels. Et pour vous illustrer un cas, dans ce qu'on appelle les pesticides bio, eh bien, il y a des pesticides bio qui sont des perturbateurs endocriniens avérés. Ça existe aussi. Donc, voilà, le naturel, malheureusement, la nature, elle n'est pas toujours bonne. Et voilà, on ne peut pas manger tous les champignons. Il y a des champignons qu'on consomme et qui sont mortels. Il y a des plantes qui sont mortelles. Voilà.
Ben, la nature, elle est comme ça. Alors, il concerne de nombreuses substances chimiques. Alors, c'est exact. Alors, on en connaît certaines avec certitude et la grande majorité, comme je vous ai dit, sont interdites ou régulées. Pour d'autres, on suspecte. C'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude, mais on a des éléments. Et là, les politiques actuelles, depuis des années, c'est de dire, bon, on va les interdire ou les réguler, même si on n'a pas la certitude. C'est un principe de précaution, je dirais, justifié. Et puis, pour beaucoup d'autres nombreuses, on n'a pas d'argument sérieux à l'appui. Pour autant, certaines sont régulées. Et puis, bien ça, on en ignore sûrement. Alors, des substances chimiques, Dieu sait s'il y en a. Alors, très souvent, là, j'en profite pour vous donner une information. Vous avez peut-être vu dans des articles de presse ou des médias, quand vous parlez des substances chimiques, que l'Europe, il y en aurait 30 000, voire ça va jusqu'à 100 000 déclarés aux États-Unis. Que nenni. Si on prend la base CAS, qui est le système d'enregistrement mondial des substances chimiques, au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a d'enregistrer de substances organiques ou non organiques, à l'exclusion des protéines et de l'ADN, 210 millions de substances. À combien nous sommes exposés? Pas 210 millions, puisqu'il y a beaucoup de ces substances qui ont été inventées que dans le tube à essai ou qui sont théoriques. 1000, 10 000, 100 000, 200 000, 500 000, personne ne le sait. Nous sommes exposés, mais lorsque nous mangeons, prenons un thé à la menthe, les feuilles de thé contiennent des centaines et des milliers de substances, odorantes, de tout type. La menthe, pareil. Donc vous prenez un thé à la menthe, vous êtes en contact avec une myriade de substances. Et ça, c'est la vie, voilà. Alors, bien sûr qu'elles sont nombreuses, mais il faut savoir aussi que notre environnement, depuis toujours, est constitué par un grand nombre incalculable. Et ce que nous savons, c'est là que vous comprenez, ce n'est que tout petit, 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 petit. Et ce petit a permis quand même déjà d'identifier un certain nombre de substances très toxiques. Le plomb, du temps des Romains, que ça a intoxiqué ces populations, le mercure, et bien d'autres. Et puis d'autres à notre dépens, plus récents, comme l'histoire de l'amiante, par exemple, bien évidemment. Mais quelle est la réalité après? Seul Dieu le sait, évidemment. Mais bon, c'est important de savoir ça aussi, dans quel monde nous sommes. Alors, il existe des listes de perturbateurs endocriniens. Oui, exact, mais moi je dirais qu'il y en a autant que de chercheurs. Voilà. Certaines confinant à l'absurde, et aucune ne recueille l'unanimité. L'une des listes les plus évoquées, c'est la liste TEDx, qui est souvent citée par les hommes et les femmes politiques. Eh bien, signale, entre autres, que, comme perturbateur endocrinien, le bicarbonate de soude ou l'acide oléique. Alors, pour les boulangers, pour la pâtisserie, sans bicarbonate de soude, je ne sais pas où on va. Et puis, l'acide oléique, c'est quand même le composé principal de l'huile d'olive. Donc, on peut faire dire tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. Alors, les insecticides sont des perturbateurs endocriniens. Alors oui, certains pesticides le sont, mais pas tous. Le nombre de molécules pesticides, par exemple, qui ont été utilisées en France et en Europe, sont aux alentours d'1 millier. On parle de ça. Mais peut-être il y a plusieurs dizaines qui le sont, ou qui l'ont été, puisqu'ils ont été régulés. Mais très souvent, on dit, voilà, qui dit pesticide, des perturbateurs endocriniens. Non. Et ce n'est pas parce qu'un pesticide ou une substance chimique a un effet sur la reproduction que le mécanisme est un mécanisme hormonal. Il y a ça aussi. Il faut faire cette distinction. Alors, ils agissent à des faibles doses. Et là, Jean-Claude, vous avez évoqué le mot. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une faible dose? Une faible dose est une dose qui est inférieure à celle qui la précède. De quoi on parle? Une dose de kilogrammes, de tonnes, de kilogrammes, de grammes, de milligrammes,
de microgrammes, de nanogrammes, de picogrammes, de femtogrammes, et je pourrais continuer comme ça. Lorsque vous connaissez qu'il y a des animaux marins, des serpents venimeux, si vous êtes en contact avec des doses infinitésimales de leur neurotoxique, eh bien vous passez à l'as. Voilà. Et c'est des très petites quantités. Et puis pour d'autres substances, vous avez par exemple le sel. Peut être toxique, hein, puisque ça a un excès de sel. Mais enfin, il faut en prendre. Il faut prendre des grammes de sel. Vous voyez, on n'est pas du tout. Alors, lorsqu'on parle de faible dose, il faut savoir de quoi on parle. Alors, quelle est la réalité? C'est qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, comme d'ailleurs toutes les substances chimiques qui présentent un profil toxique, leur toxicité va se manifester à des doses très variables. La majorité des effets indésirables observés pour les perturbateurs endocriniens, celles que je vous ai présentées dans la faune dans les années 40 et 90, ont été observées à des expositions de niveau élevé, milligrammes, grammes. Le cas du distilbène, que je cite après, c'était la conséquence d'administration à des doses pharmacologiques de 5 à plus de 100 mg par jour pendant les 6 premiers mois de grossesse. Donc c'est de la quantité. Voilà, 100 microgrammes, ce sont des milligrammes par jour et de façon permanente. Ça n'a rien à voir avec les microgrammes auxquels on peut être exposé environnementalement par plein de choses. Bon. Et donc, de fait, la majorité des effets chez l'homme qui sont connus, c'est à des doses élevées. Élevées entre guillemets. Vous voyez, c'est... Voilà. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup, et avec raison, et on s'intéresse, non pas au niveau d'exposition élevé, c'est-à-dire dans des contextes professionnels, mais dans des contextes, je dirais, environnementaux, c'est de notre vie quotidienne. Voilà. Et là, effectivement, les niveaux d'exposition sont beaucoup plus faibles que les niveaux d'exposition professionnelle. Les agriculteurs ont été, le sont de moins en moins, mais continuent à l'être, exposés professionnellement à des pesticides. Et nous, les non-agriculteurs, sauf quel autre métier? Parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs, ceux qui sont exposés professionnellement. On peut être employé à la SNCF et responsable de l'épandage de produits pour le traitement des voies, personnel d'entretien des parcs et jardins, fleuriste, etc., où il peut y avoir un contact professionnel. Mais tout à chacun, on n'est pas ces contacts-là, et de quoi on nous parle? Ah oui, d'une exposition par voie alimentaire. C'est-à-dire nos aliments contiennent des traces de pesticides, ce qui est malheureusement vrai. Pour autant, on est à des niveaux d'exposition à des années-lumière. Donc il faut quand même un peu repositionner les choses. Alors, ce n'est pas tellement la notion de faible dose qui est importante, ou qui est à l'origine des questionnements, c'est surtout, et là j'en reviens à Paracels, d'accord, il y a une affirmation comme quoi les perturbateurs endocriniens, j'en reviens à eux, ils remettent en cause les principes de la toxicologie du fait de la présence de relations non monotones. Alors, une relation monotone, vous l'avez à gauche, c'est en fait, plus vous êtes exposé, soit ça de façon linéaire ou pas, exponentielle ou vous avez une sigmoïde, et bien plus ça entraîne des conséquences néfastes pour votre santé. Et une relation non monotone, c'est ce que vous voyez sur la droite. C'est-à-dire que vous avez deux situations dans lesquelles, à petite dose, il ne se passe rien. À des doses intermédiaires, vous avez un effet néfaste. Et à des doses élevées, il ne se passe plus rien. Ou bien l'inverse. C'est-à-dire, à très faible dose, à des doses élevées, vous avez un effet néfaste. Mais aux doses intermédiaires, il ne se passe rien. Alors, il faut savoir que ces relations dose-effet non monotones
elles sont connues depuis la fin du XIXe siècle, depuis 1887. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et je vous ai même mis la référence historique qui date de 1887. Alors, c'est un phénomène qui a été étudié depuis, dont l'une de ses variantes, ce qu'on appelle l'hormésis. Je ne rentrerai pas en détail, mais un exemple peut-être parlant, prenez une vitamine D, par exemple. Ne pas avoir de vitamine D, c'est catastrophique. Mais en avoir trop, vous risquez un cancer du rein. Donc, pourquoi? C'est entre les deux. Voilà. Et en fait, c'est des phénomènes d'hormésis qui existent. Mais lorsqu'on regarde la littérature scientifique, et c'est un rapport de l'ANSES, notre agence française de santé de l'environnement, ils ont fait une revue bibliographique et ils ont constaté que lorsqu'on prend toutes les études expérimentales, tube à essai, l'animal de laboratoire, qui s'intéressent à des substances qualifiées comme perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qui interagissent avec des hormones, eh bien, c'est un phénomène qui existe, mais ils ne sont qu'occasionnellement observés. Ça représente à peu près 3%. Et lorsqu'il s'agit des données humaines, épidémiologiques, eh bien, moins de 1% des études épidémiologiques mettent en évidence ces effets. Conclusion, oui, le phénomène existe. Personne ne me le met en doute, mais pour autant, ce n'est pas l'explication. Et cela va, malheureusement, très loin, puisque je consultais encore il y a quelques jours, j'aurais pu vous le présenter, mais je l'ai oublié. Le ministère de la Santé ou le ministère de l'Environnement, je ne m'en rappelle plus, a édité dernièrement des fiches informatives sur les perturbateurs endocriniens. Et il est dit que les perturbateurs endocriniens, eh bien, leur relation dose-effet n'est pas linéaire, c'est-à-dire que ne suit pas le principe de Paracels. Ce qui est faux, ce qui est info. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais quand même, dire que passer de 3% dans les études expérimentales ou de 1% à 100%, voilà. Et donc, et là vous voyez comment, au jour d'aujourd'hui, alors que les autorités de notre pays sont a priori bien informées, devraient être bien informées, puisqu'il y a quand même une communauté scientifique en France sérieuse qui est capable de les informer, eh bien non, ces messages passent et sont diffusés au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle. Par ailleurs, ces relations non monotones qui existent, elles ne sont pas spécifiques aux perturbateurs endocriniens. On parlait de la vitamine D, par exemple, ce n'est pas un perturbateur endocrinien particulier, voilà. Mais ce sont des phénomènes biologiques qui existent, alors qui posent problème, bien sûr, parce que c'est difficile à les réguler, mais voilà, ce n'est pas... Donc comme quoi, là, vous voyez, on est dans le mythe. Alors, ils agissent en synergie, en effet cocktail. Alors, je dis toujours, moi, les cocktails, je les aime lorsque je les fais chez moi avec des bonnes bouteilles et des bons produits. La notion de cocktail pour les substances chimiques est une pure invention qui n'a aucun sens ou très peu de sens. Je vous ai parlé tout à l'heure des 210 millions de substances chimiques. Imaginons qu'il n'y en ait que 10% qui soient diffusées dans la nature, ça fait 21 millions, sacré cocktail. Voilà. Donc. Alors, la synergie, qui est autre chose, qui est l'interaction entre deux substances, commençant par deux, entraînant des effets additifs, multiplicatifs ou antagonistes, est quelque chose qui est connu depuis la première moitié du XXe siècle. L'interaction entre substances. Deuxièmement, cette synergie n'est pas spécifique des perturbateurs endocriniens, là encore. Elle existe. Et parmi les perturbateurs endocriniens, qui est l'objet d'études, la synergie n'est pas fort observée, mais reste un phénomène encore peu fréquemment constaté. Il y a une excellente publication d'une équipe de Montpellier qui a eu très peu de répercussions médiatiques, où ils ont étudié la combinaison, les effets sur un système cellulaire in vitro, très bien, de la combinaison
de 30 substances chimiques reconnues comme perturbateurs endocriniens. Ils ont fait donc, ça aboutit à 600 combinaisons. Sacré boulot pour 30 substances, vous voyez. On les combine. Eh bien, de ces 600 combinaisons, il y a une combinaison dans laquelle il y a eu un effet multiplicatif. Donc ça existe. Mais 1 sur 600, dans cette expérience, ce n'est pas systématique. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'intéresser à l'interaction des substances. Mais voyez-vous, de nos jours, on a déjà du mal à caractériser les effets néfastes et toxiques des substances individuelles. Il n'y en a que quelques centaines, quelques milliers qui sont caractérisés. Avant de pouvoir s'intéresser en plus méthodologiquement, ce serait extraordinairement complexe. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais balancer comme ça, dire il faut s'intéresser aux effets cocktails, ben bon courage. De quel cocktail on parle? Quelle combinaison voulez-vous? Car nous sommes tous exposés, d'ailleurs lorsqu'on fait des dosages dans nos cheveux, dans le sang, avec les capacités analytiques actuelles où on arrive à doser des quantités infinitésiment, extraordinairement faibles, ben on va trouver pratiquement de tout. Je n'ai pas amené avec moi ce que je fais parfois, parce que comme je suis de passage à Paris, une fiole, il y a un petit récipient à verre, 100 millilitres, une fiole contenant 100 millilitres d'un liquide. Il s'agit que ce liquide-là a la capacité de s'évaporer. Donc, si j'avais amené la fiole, je l'aurais ouvert, et j'aurais dit, bon, on va laisser quelques jours, quelques semaines, le temps que ça s'évapore. Vous risquez rien, comme ça, de cette substance. Et puis, on ouvre les fenêtres, la substance disparaît, se répartit. Et se répartit sur l'épaisseur de la couche de l'atmosphère terrestre sur les 10 000 premiers mètres, pas plus loin. Donc, vous connaissez le volume d'une sphère, et donc lorsqu'il y a deux sphères combinées, c'est la différence entre la petite et la grande. Donc, diamètre de la Terre, plus diamètre de la Terre, plus 10 km. Vous avez le volume de l'atmosphère. Et vous vous dites, la quantité de substance qu'il y avait dans ma fiole a été diffusée dans tant de mètres cubes. Et le volume qu'il y avait correspond à ce qu'on appelle un mol, c'est-à-dire 10 puissance 23 molécules d'une substance, une notion chimique, voilà, qui est une unité internationale. Je connais le nombre de molécules de ma substance. Je connais son poids moléculaire, etc. Eh bien, je reviens 1 an, 2 ans plus tard, et je décide. Alors, pas ici, je fais à New York, où vous voulez, ou dans le désert de l'Atacama, au Chili, et je fais une mesure atmosphérique. Je prélève de l'air, des mètres cubes d'air, des mètres cubes d'air. Et je vais aller à la recherche de cette substance. Tenons compte des projets, des capacités de développement analytique qui sont spectaculaires de nos jours. Peut-être d'ici quelques années, on sera capable de doser des dizaines ou des centaines de molécules uniquement. J'ai fait le calcul que cette substance-là, c'est 100 millilitres approximativement, à peu près, je ne me rappelle plus, un jour, qui serait disparu de ma fiole devant vous, on pourrait les doser à l'autre bout du monde. Et je pourrais en conclure, vous voyez, on est pollué par cette substance. Alors, de quelle substance il s'agit? De l'éthanol, de l'alcool. Donc, les capacités analytiques font que de plus en plus, on est capable de doser n'importe quoi, n'importe où. Un jour, on arrivera à doser la présence d'une molécule dans 1 mètre cube d'air. C'est extraordinaire. Mais les progrès qu'il y a eu ces 20 dernières années sont colossaux. Donc, tout ça pour dire que, voilà, là j'ai été un petit peu plus loin que la synergie, mais pour vous remettre un peu les choses à leur place. Alors,
Ils produisent des effets transgénérationnels, oui. Certains perturbateurs endocriniens peuvent induire des effets qui s'observent sur plusieurs générations, ce qu'on appelle en lien avec des marques épigénétiques. Alors, ces marques peuvent entraîner des effets néfastes, ou pas, et peuvent être transitoires ou permanentes. En fait, l'épigénétique, c'est ce qui conditionne l'évolution des êtres vivants, génération après génération. Donc nous sommes le produit des expositions de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, enfin de tout ce qui ont fait notre histoire. Et ces effets transgénérationnels existent, et ont été démontrés pour certains perturbateurs endocriniens, c'est vrai. Pour autant, beaucoup de substances qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens peuvent induire des effets transgénérationnels. Donc là aussi, vous voyez que ce sont des champs nouveaux, mais ne sont pas spécifiques de ce genre de questions. Un des derniers points, c'est qu'ils induisent des effets néfastes non pris en considération dans les procédures toxicologiques réglementaires en vigueur. Alors, c'est faux, puisque dans nos pays, alors même s'il y a des trous dans la raquette, je suis le premier à le reconnaître, les substances cancérogènes sont régulées, les substances reprotoxiques sont régulées, les substances neurotoxiques, etc. C'est-à-dire, une fois qu'on a identifié l'effet, et s'il s'agit d'un effet néfaste, tous nos pays occidentaux adoptent des procédures pour les réglementer, voire les interdire. Mais on n'interdit pas une substance sous prétexte d'un mécanisme, sans qu'on sache par ailleurs s'il induit un effet. Donc, du coup, tous ces perturbateurs endocriniens que je vous ai dit qui sont ou interdits ou régulés, ils l'ont été non pas parce qu'il s'agissait de perturbateurs endocriniens, mais parce qu'ils avaient la capacité d'induire des effets néfastes pour la santé, sur n'importe quelle fonction, n'importe quel organe. Bon, à la limite, on s'en fiche du mécanisme, je veux dire en termes opérationnels. Et alors, bien sûr, il y a un des trous dans la raquette, c'est pour les quelques substances qui peuvent, dans certaines circonstances, présenter des relations dose-effet non monotones. C'est-à-dire pour les quelques pourcents de substances qui, soit dans des études épidémiologiques, soit dans des études expérimentales, eh bien, il y a une relation dose-effet non monotone. Et là, c'est beaucoup plus difficile, puisque toute la base de la régulation, qui est valable pour 99% des substances, c'est de dire il ne faut pas dépasser tel seuil, parce qu'on rentre dans une zone à risque. C'est comme la circulation, il y a des panneaux d'interdiction de vitesse. Vous avez des rues et des voies, panneaux à 30, panneaux à 50, à 70, à 80, 110, 130 en France. Et c'est en fonction de la largeur de la voie, de la circulation, enfin tous ces critères. Mais vous voyez que c'est compréhensible, il ne faut pas dépasser ça parce qu'on entraîne le risque. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer une voie de circulation qui vous dise « Écoutez, soit vous ne dépassez pas 30, soit si vous allez plus vite, il faut aller plus vite que 110. » Ce serait difficile à réguler. Imagine un maire qui doit régler ce problème-là dans sa commune. Voilà, c'est pas évident. Là aussi, pour le régulateur. Alors, ce sont des défis scientifiques qui sont en cours d'étude. Bien entendu, dans tout ce qui est les conséquences sanitaires néfastes des substances chimiques ou naturelles, peu importe, on n'arrive pas à tout maîtriser, mais il faut quand même savoir raison garder. Alors, quelle conclusion? Eh bien, comme je vous ai dit, le concept de perturbateur endocrinien reste flou, avec un périmètre imprécis, et est à manier avec prudence et rigueur scientifique. Et j'aime bien la phrase d'Axel Adams, célèbre photographe, qui disait « Il n'y a rien de pire qu'une image nette d'un concept flou ». Et là, on est vraiment dans la question des perturbateurs endocriniens. La réalité de leur existence
Il y a des perturbateurs endocriniens. Et de leurs conséquences, qui peuvent être néfastes dans un certain nombre de cas, ne sont pas des raisons pour en arriver à des généralisations abusives, comme je les ai évoquées. Et moi, j'ai toujours considéré que la problématique sous-tendue par les substances hormonales est toujours un sujet de recherche et où la controverse scientifique est toujours présente. Et malheureusement, ce sujet est très souvent instrumentalisé, par le politique ou des tierces parties, peu importe, et la controverse scientifique, qui est légitime, est parfois mise à mal. C'est-à-dire quoi? Vous réfutez des affirmations qui sont répétées matin, midi et soir, donc vous êtes un complotiste, vous êtes un négationniste. Non, un scientifique, c'est quelqu'un de raisonnable. La controverse scientifique, c'est tout à fait normal, surtout dans le domaine où il y a des incertitudes. Il y a plein d'incertitudes dans ces champs d'action. Alors, les interrogations sur les conséquences sanitaires de ces substances-là sont tout à fait légitimes et justifient l'attention qu'on doit porter à ces substances, bien évidemment. Et comme je vous le disais, la plupart de ces perturbateurs endocriniens avérés, lorsqu'ils sont avérés, sont réglementés ou interdits. De nombreuses substances sont suspectées et font actuellement l'objet de recherches ou d'évaluations pour lever les incertitudes. Un grand nombre de substances sont qualifiées de perturbateurs endocriniens sans aucun fondement sérieux. Et il faut éviter les interprétations simplistes et l'instrumentalisation née de l'incertitude scientifique en éclairant les citoyens. Et c'est un peu ma modeste tâche que j'ai essayé de partager ces dernières années et que je vous ai partagée. Bien entendu, je n'ai qu'évoqué que la pointe de l'iceberg et je pense que maintenant c'est à vous. Vous avez sûrement des questions, des interrogations tout à fait légitimes. Tous les questionnements sont légitimes et bien entendu, je suis ouvert à répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, donc, en rapport avec votre exposé, je me demande concrètement, dans le quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'exposition aux perturbateurs endocriniens principaux, ceux qui ont les effets les plus néfastes sur l'organisme. Est-ce que vous pourriez en citer quelques-uns, s'il vous plaît? Bonne question, mais en même temps, je vais vous donner une réponse qui ne va sûrement pas vous plaire, probablement. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et moi, personnellement, il s'avère que j'ai encore, en dépit de mon âge, des enfants mineurs chez moi à la maison. Donc, voilà. Je suis conscient de toutes les dangerosités de ces substances. Pour autant, je ne prête aucune attention à cela. Pourquoi? Parce que je sais que tous les substances qui actuellement sont considérées comme vraiment potentiellement, au moins potentiellement néfastes pour la santé, eh bien, dans la réalité, elles sont réglementées, interdites, et donc les chances de contact à des niveaux susceptibles d'entraîner des effets néfastes sont quand même écartées. Et je préfère porter mon attention plus sur la nutrition. Je crois qu'on va vous en parler prochainement, car une bonne partie des problèmes de santé viennent par un déséquilibre alimentaire, nutritionnel, qui entraîne l'obésité et plein de choses, et ce n'est pas tellement ces substances. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est parce que je sais quels sont les dispositifs qui sont mis en place en France et en Europe. Et aujourd'hui encore, je continue à être expert auprès de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement. Et j'y participe en tant qu'expert depuis 1999, donc vous voyez, ça fait longtemps, et je suis témoin de l'action de ces services-là. Alors, tout n'est pas parfait, mais quand même, il y a des régulations, des interdictions qui ont été mises en place. On prend par exemple le bisphénol A, Dieu sait si on en a parlé, eh bien, il y a eu des dispositions d'interdiction de plastique qui peuvent le libérer, notamment dans les biberons.
Parce qu'effectivement, les nourrissons peuvent être potentiellement les plus affectés par ces substances. Alors, quelle est la réalité scientifique des effets négatifs de ce bisphénol présent dans les poumons, dans les biberons? C'est légitime de s'interroger. Il y en a qui pensent qu'ils sont évidents, d'autres qui le sont un peu moins. Mais bon, on décide par précaution, sur la base des connaissances, de dire, on va réguler. Et puis, on va essayer de remplacer le bisphénol A par autre chose. Alors, le problème, c'est que quand on remplace un produit par un autre, il faut faire très attention. Parce qu'on a une tendance à le remplacer par des produits dont on ne parle pas médiatiquement et qui vont passer comme une lettre à la poste. Donc, il faut faire attention. Des fois, mieux vaut connaître un danger et pouvoir le maîtriser qu'ignorer un vrai danger et y passer à côté. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas dichotomiques. Cela étant dit, voilà, on ne peut pas... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent j'achète plus de produits chimiques, d'entretien à la maison, voilà, je regarde tel magazine qui me dit, voilà, les produits d'entretien, les perturbateurs endocriniens, et donc je regarde ceux dont le magazine dit qu'il y a des perturbateurs endocriniens, dont dorénavant, je n'utilise que des produits naturels, que des produits bio, etc. Bon, très bien. Bon, il faut faire en même temps attention, parce que des fois, les produits bio cachent des réalités qui, elles, ne sont pas maîtrisées. Donc, voilà, après, c'est très difficile d'avoir une information pondérée, et je pense que un des problèmes, c'est, particulièrement en France, peut-être, on n'a pas vraiment une culture de santé publique. Les anglo-saxons sont plus forts dans ce sens-là, et ont moins de polémiques que nous. La France, nous avons vécu des situations qu'on connaît bien, celle de l'amiante, du sang contaminé, des scandales du Mediator, etc. Je vous en passe, hein. Vous le savez. Hein, voilà. Et donc, maintenant qu'on appréhende ce genre de problématiques qui existent, et d'environnement chimique qui nous entoure, et qui est la conséquence de notre mode de vie, de notre industrialisation, de tout ce que vous voulez, eh bien, voilà, on change totalement de paradigme, et puis on devient un peu fou. En même temps, attention, ceux qui veulent prendre toutes les précautions possibles et imaginables, je ne leur interdis pas, bien entendu. Mais bon, voilà, je suis là je vous exprime presque une opinion personnelle, vous voyez, qui va au-delà de scientifique. Oui, merci pour l'exposé. Pouvez-vous dire 2-3 mots de la question du soja dans les cantines scolaires et de la décision de l'ANSES, enfin de la recommandation de l'ANSES? Oui, alors, effectivement, l'ANSES a réuni un groupe de travail pour établir ce qu'on appelle les valeurs toxicologiques de référence des isoflavones. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une valeur toxicologique de référence? C'est une valeur à ne pas dépasser, ou une valeur que si on ne la dépasse pas, dans l'état des connaissances, il n'y a pas d'augmentation de risque de quoi que ce soit. Très simple. Et cette saisine est venue de la part des ministères, comme toujours, en se posant une question: est-ce que l'alimentation des enfants dans les cantines scolaires, qui peut être, dans lequel il peut y avoir des plats à base de soja, notamment des steaks de soja, etc., est-elle saine ou pas, ou est-elle à risque pour la santé? Alors, les experts ont répondu en disant, voilà, il y a une valeur toxicologique de référence qui, effectivement, s'est retrouvée étant très faible, très basse, voilà, par rapport à la précédente, d'un facteur 100. Les experts ont suivi exactement les mêmes règles qui ont été suivies pour le bisphénol, pour n'importe quelle substance. Mais ils ont quand même fait une remarque en disant, attention, là on est face à un cas d'espèce très particulier, où on applique une procédure, certes protectrice, mais vis-à-vis d'une substance naturellement présente dans l'alimentation, et en particulier de certaines populations du monde, notamment les Asiatiques. Donc il fallait tenir compte de ça. Et donc l'ANSES,
donc a publié ce rapport sur les valeurs toxicologiques de référence, et a produit derrière une recommandation qui a été un peu abrupte et qui a été suivie d'effets qui ont fait la une des journaux. La recommandation opérationnelle de l'ANSES a été de dire « oulala, il ne faut plus donner des aliments à base de soja dans les cantines ». Du coup, tous les conseils régionaux, responsables des cantines, des écoles, etc., ont dit « on arrête ». Était-ce la bonne procédure, la bonne mesure? Personnellement, je ne pense pas. Parce qu'une valeur toxicologique de référence, telle qu'elle a été établie, il s'agit de dire qu'est-ce que je peux consommer sans risque de façon quotidienne pendant ma vie entière, c'est-à-dire tous les jours. Pour autant, est-ce que lorsqu'on consomme un steak de soja, alors c'est sûr que lorsqu'on consomme un steak de soja dans une cantine, on dépasse énormément cette valeur de référence, le jour J. Mais ce n'est pas parce que vous avez mangé un steak de soja un jour, et d'ailleurs vous pouvez en manger, hein, il ne se passera rien, j'en ai encore mangé un la semaine dernière, voilà, je ne suis pas tombé malade. Il n'y a aucun risque que je devienne malade. Là, c'est là où parfois les autorités manquent de pondération. Ça aurait été de dire peut-être, bon, d'accord, autorisons les repas à base de soja, mais par exemple, ne faisons pas plus d'un repas au soja dans les cantines scolaires qu'une fois tous les 2 mois ou 5 semaines ou quelque chose comme ça. Parce que ça moyenne l'exposition vie entière. Vous voyez? Alors je prends un mauvais exemple. Pour un adulte, qu'est-ce qui est pire? De boire tous les jours 2 verres de vin, sachant qu'il y a un risque de cirrhose vie entière, ou bien de temps en temps, très occasionnellement, d'avoir un beau repas arrosé. Il ne faut pas exagérer non plus pour pas que ça finisse par une pancréatite. Donc, voilà. Alors, comme on est face non pas à une substance fabriquée par l'homme, par des méchants lobbies industriels, etc., c'est-à-dire toute l'image négative ou la connotation négative de cela. Non, on est quelque chose dans l'alimentation, dont des populations sont habituées à manger depuis des millénaires. Donc, il faut savoir moduler. Voilà, c'est ça ce que je peux vous dire sur le soja. Moi, j'avais des questions sur la non-monotonie, enfin, oui, d'avoir des relations dose-effet non monotones. En quoi c'est vraiment un problème? Parce que, pour moi, c'est forcément la relation, elle sera forcément non pathologique, avec, continue, avec un voisinage de 0. Il y aura forcément un moment où elle sera monotone, quoi. Et en fait, ça déplace juste le problème. Enfin, il faut éviter les extrémas, mais il y aura forcément un segment sur lequel on va pouvoir retrouver un petit peu un mode de gestion classique avec des doses de référence et tout, quoi. Bon, alors, la question des relations non monotones est venue à partir de travaux expérimentaux, rarement reproduits d'ailleurs, faits toujours par les mêmes équipes de recherche, ce qui pose problème, d'observation d'effets sur un système cellulaire, voilà, par exemple, à des concentrations extrêmement faibles. Donc, il était par bon sens à dire, oui, effectivement, si je consomme de ce produit-là, j'ai dépassé. Et en disant, vous voyez, c'est à des très faibles doses. Alors que plein d'autres études montraient expérimentaux, que l'apparition d'effets néfastes a débuté à partir d'un certain niveau de dose, ce qui est classique. L'immense majorité des observations épidémiologiques ou toxicologiques. Alors, ça peut être imputable au modèle toxicologique utilisé, hein. Mais pour l'instant, on n'a pas identifié vraiment, sauf ces phénomènes d'hormésis, qui sont connus notamment pour des questions, par exemple pour les vitamines, hein, c'est bien connu, hein. Pour ces substances de perturbateurs endocriniens, une relation non monotone. Alors, le problème, c'est que derrière tout ça apparaissent des éléments de langage, et c'est arrivé à l'absurde, je vais vous raconter une anecdote personnelle, s'agissant
du chlordécone, substance que je connais bien, sur laquelle j'y ai travaillé. Sur ces substances dont on a montré que les niveaux d'exposition relativement faibles entraînaient des effets sur la santé, a conduit aux autorités sanitaires à des mesures différentes et variées pour réduire l'exposition de la population. Et d'ailleurs, la population antillaise est beaucoup moins exposée actuellement qu'il y a 20 ans, fort heureusement. Donc les politiques publiques agissent. Et lorsque, dans un débat que j'ai eu avec une pédiatre martiniquaise, en Martinique, alors que j'argumentais que les politiques publiques, au moins elles ont agi de façon efficace, puisqu'on arrive à des niveaux d'exposition interne très faibles. Avant, on en observait des microgrammes par litre de sang. Maintenant, c'est des nanogrammes par litre de sang. Il y a quand même un progrès. Eh bien, cette pédiatre disait, mais c'est encore pire, parce que les perturbateurs endocriniens, le chlordécone est un perturbateur endocrinien, il n'y a aucun doute, eh bien, ils agissent à très faible dose. Mais en fait, cette personne n'avait pas réfléchi à que... Bon, il y a un tel antagonisme, alors là, ça vient par une déviance, alors je ne sais pas si c'est idéologique ou quoi que ce soit, mais le bon sens disparaît. Enfin, vous préférez être exposé à des niveaux dont on le mesure dans votre corps à des nanogrammes qu'à des microgrammes. C'est d'une évidence certaine. Cas particulier tout à fait différent, c'est la notion des vitamines, qui ont toujours des extrêmes. Mais là, on parle dans un régulateur physiologique. C'est comme ne pas avoir une alimentation pauvre en sélénium. Ça pose problème, vous avez besoin du sélénium dans votre organisme, comme du cuivre d'ailleurs. C'est indispensable. Pour autant, les excès de sélénium, comme les excès de cuivre, induisent des pathologies. Vous voyez, on est dans des processus de régulation physiologique. On n'est pas du tout dans le cas d'un xénobiotique. Vous voyez. Bon, à la lecture de votre exposé, il me semble que ce problème de perturbation endocrinologique est très sérieux, qui parfois, on n'arrive pas à trouver des solutions, même dans les pays développés. Alors, quels pourraient être les conseils que vous pouvez donner aux États des pays sous-développés où l'encadrement n'est pas souvent assuré? Je connais bien parce que j'ai travaillé dans certains de ces pays. Malheureusement, ce n'est pas à eux que je donnerai des conseils. C'est aux gouvernants de ces pays qui, jusqu'à maintenant, ont fait preuve d'une incapacité totale à protéger les populations. Vous allez à Lomé, capitale du Togo, vous avez sur la bordure de mer, sur la côte, des milliers de personnes qui ont leurs petits lopins de terre, qui produisent de l'activité agricole, des légumes, etc. Toutes ces populations sont exposées à une myriade de substances chimiques interdites dans nos pays occidentaux, ce qu'on appelle notamment les pesticides obsolètes. Les pesticides obsolètes, ce sont les pesticides interdits, régulés dans nos pays occidentaux, qui sont stockés dans certains pays de l'Afrique du Nord, je ne citerai pas lesquels, et qui sont revendus à bas prix, tous ces stocks, dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, ce n'est pas aux citoyens, vous voyez, c'est là. Que voulez-vous que fassent ces gens-là? Ils ont besoin d'utiliser des produits pour sauver leur production, pour pouvoir s'alimenter. Par contre, les gouvernants de ces États-là ne font rien. Pas besoin de vous faire un long discours là-dessus, vous avez tous compris. Hein. C'est ça le drame. Donc, très difficile à agir. Voilà. Alors, nous sommes instruits, cultivés, on peut comprendre les choses. Et puis, on peut, à la limite, on fait ce qu'on veut, mais on le fait en connaissance de cause. On a beaucoup parlé des effets néfastes des perturbateurs endocriniens, mais vous avez au tout début parlé des premières recherches qui étaient faites sur l'œstrogène ou l'œstradiol, je ne sais plus. L'estradiol, oui. Qui permet, en fin de compte, la pilule contraceptive, qui est une des plus grandes avancées, je pense, dans notre société. Est-ce qu'il pourrait exister d'autres, peut-être des traitements thérapeutiques qui mettraient en œuvre le mécanisme de perturbation endocrinien? Alors, ça pourrait nous donner un peu d'espoir, peut-être. Alors, il y a deux questions dans votre... Alors, la question des mécanismes,
c'est très complexe parce qu'on ne la maîtrise pas. En fait, comprendre les mécanismes biologiques des hormones, c'est comprendre parfaitement la biologie et la physiologie de l'être vivant. Et on est très loin de la comprendre. On a beau avoir décrypté notre génome, on connaît toutes les séquences, on n'a pas plus avancé. Lorsque le génome est dans les années 80, on a commencé à décrypter, on dirait dans 30 ans, on va résoudre tous les problèmes de santé, tout sera résolu. Ben non. Voilà. En fait, j'avais un collègue qui m'a donné une bonne image. Il disait, nous sommes dans des générations, et pour longtemps, dans lesquelles on identifie toutes les pièces d'un moteur. Je sais s'il y en a des pièces. Et puis il y aura des futures générations qui les assembleront et qui essaieront de comprendre comment ça fonctionne. Donc on est actuellement dans l'identification des pièces du moteur. Alors parfois avec des avancées, bien entendu. Ça c'est pour la partie mécanisme. Du coup, je rebondis sur la perception. Lorsqu'on vous parle de perturbateurs endocriniens, c'est normal, vous avez tous perçu ça comme quelque chose de mauvais, de néfaste, surtout si c'est un perturbateur endocrinien avéré. Et vous avez raison, je veux dire, bon, je ne veux pas être exposé à des perturbateurs endocriniens. Ce qu'on oublie, c'est à une condition, c'est que ça m'arrange. Le plus bel exemple de perturbateur endocrinien, c'est l'éthénylestradiol. Il n'y a pas mieux. Il y a le distilbène, mais celui-là. Je me rappelle à une époque, dans les fins des années 90, où, vous savez qu'on est passé par plusieurs évolutions de la pilule jusqu'à passer à la micropilule. Pourquoi on est passé à la micropilule? Parce qu'il y avait quand même des travaux qui montraient que l'usage de la pilule de l'époque, qui était à des doses pas très élevées, mais quand même bien plus élevées que ce jour, entraînait des excès de risque de certains nombres de cancers hormonodépendants chez la femme, etc. Bon, alors ça n'a pas été très médiatisé. Pourquoi? Parce que, en fait, tout le monde y a trouvé le bon côté. Comme quoi un perturbateur endocrinien peut être bon ou mauvais en fonction de ce que nous, de façon subjective, nous l'apprécions. Ce n'est pas un jugement, mais c'est une réalité. Vous voyez? La charcuterie, j'en parlais cet après-midi, elle est considérée comme cancérogène certain par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que l'excès de consommation de produits de charcuterie est cancérogène. Et c'est classé par le Centre international de la recherche sur le cancer comme cancérogène de catégorie 1. Mais alors pourquoi on n'interdit pas? Pourquoi on n'interdit pas la charcuterie? Non mais, interdisons. Mais enfin, on ne va pas l'interdire. Et moi le premier, je vais la défendre, parce que je l'aime bien, sans excès. Bien entendu. Et c'est là qu'on en revient à l'éducation pédagogique, à la culture de la santé publique. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette éducation de façon globale, que ce soit pour l'alimentation, les substances toxiques. En France, nos jeunes, en primaire, en secondaire, ne reçoivent pas de formation là-dessus. Et c'est dommage, je trouve que c'est dommage. Parce que si on leur apprenait, en plus, la rationalité des choses. Et là, dans ce sens, je remercie l'AFIS pour son invitation, qui me permet de faire passer des messages un peu rationnels, même s'il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà. Donc, vous répondre à cette question. Donc, sur cette belle recommandation de santé publique, on va remercier notre conférencier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt!